Aujourd'hui, on entre en terrain sensible, glissant. On va parler de féminisme, de masculinisme, de tous les récits qui ont façonné, parfois piégé notre vision du bonheur, de l'amour, de notre place dans le monde, mais avant tout, une précision importante. Alors nous sommes deux hommes, et non, ça ne fait pas de nous des juges, des donneurs de leçons ou des contre-féministes, bien au contraire. Ce podcast n'a pas pour but d'opposer les genres, de glorifier les uns ou de diaboliser les autres. Notre intention, c'est de comprendre, d'ouvrir un espace de réflexion honnête, sans caricature. Parce que, au fond, nous croyons que derrière des luttes de surface, il y a surtout des humains qui cherchent à être aimés, à aimer, à exister avec justesse et à être compris. Alors notre objectif dans ce podcast, que tu sois femme ou homme, que tu te sentes concerné de près ou de loin, on t'invite à écouter avec curiosité, à laisser tomber les étiquettes et à plonger avec nous dans une lecture systémique de ces tensions invisibles pour peut-être y trouver, comme nous, des clés pour mieux vivre. Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de la systémique du bonheur. Alors, aujourd'hui on est sur un épisode glissant, comme on a dit. Ouais. Le but, ça va être d'alerter sans culpabiliser qui que ce soit ou quoi que ce soit, de remettre de la perspective. Le but, ça n'est pas de diviser encore plus, mais c'est surtout d'ouvrir une voie de réconciliation intérieure pour les femmes d'aujourd'hui, pour les hommes d'aujourd'hui aussi, via une grille de lecture qui nous est propre, celle du coaching systémique et de la psychologie appliquée au bonheur. Alors on va aborder différents axes aujourd'hui. Samir, je te propose peut-être de commencer avec le premier. Et toi qui nous écoutes, prends des notes, mets des commentaires, mets un like, abonne-toi si c'est pas déjà fait. Et puis surtout, hésite pas à nous partager ta vision, ton ressenti, afin d'enrichir le débat suite à l'écoute de ce podcast. Exactement. Alors comme on en a parlé au début de ce podcast, on va parler de féminisme, de masculinisme également. En tout cas, on parle vraiment des versions très polarisées, très extrêmes de ces deux mouvements-là. Parce que en réalité, on s'en rend pas compte, mais c'est les mêmes reflets d'un même miroir. C'est juste des reflets opposés. Et il y a les mêmes mécanismes, les mêmes patterns des deux côtés, en fait, qui se reproduisent. Et malheureusement, voilà, comme tu dis Julien, l'objectif, ce serait bien de pouvoir créer des ponts plutôt de continuer de se diviser, parce que cette division, même si on pense qu'elle fait bouger les choses, certainement que ça fait bouger certaines choses, mais peut-être pas de la bonne façon, d'accord? Parce que sur le long terme, ces luttes-là vont créer des scissions, voire même parfois, en fait, peuvent faire mal à l'autre, d'accord? Que ce soit les hommes ou les femmes. Donc, on va commencer, comme tu disais Julien. Donc le premier point qu'on voulait aborder, c'était le fait de la promesse du tout avoir, en fait. Donc il y a un mythe moderne ou un piège psychologique. Le piège moderne, dans un premier temps, du féminisme, en fait, c'est qu'il a vendu l'idée que les femmes pouvaient et devaient tout concilier. Donc la carrière brillante, la maternité, l'indépendance, l'épanouissement personnel, ce qui a amené sur le long terme, en fait, de la charge mentale. On parle beaucoup de la charge mentale féminine actuellement, mais on s'intéresse pas toujours à la source. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les femmes ont énormément de charge mentale? C'est parce qu'en fait, elles ont pris deux rôles. D'accord? Deux rôles parce que la société les a poussées à prendre ces rôles-là. Maintenant, de l'autre côté, on peut parler du masculinisme aussi toxique, qui est une version réactionnaire, qui est une version qui est en lutte contre. Encore une fois, on parle pas de tous les féminismes. Le féminisme, c'est quelque chose d'important. On parle vraiment des extrêmes, d'accord? Vraiment des extrêmes. Donc, de l'autre côté, en fait, ce féminisme extrême, ce qu'il a amené, c'est que ça a amené une version masculiniste extrême, donc dans sa version réac, qui lui vend l'idée que les hommes d'aujourd'hui, sont des grandes victimes du système, qui sont exclus de la parole, qui sont privés de leur autorité, qui sont dépossédés de leur rôle, qui sont émasculés. Et ça amène en fait l'existence d'un moule idéalisé de la masculinité qui rejette et marginalise tout homme qui ne correspond pas à la virilité toxique, pour ajouter un autre truc, en opposition
Ben, t'as des gens comme un certain youtubeur qui s'appelle Alex Hitchen, par exemple, Mhm. qui a été reçu récemment, je crois, par des députés ou je sais plus, enfin, tu sais, par Ouais, certains membres du l'Assemblée nationale, gouvernement, ouais. ouais, Mhm. à l'Assemblée nationale, ouais, parce que justement aussi, bah, ce genre d'hommes bah, Mhm. prône l'extrême opposé en fait de ces mouvements réac féministes. Et en Ouais. fait, encore une fois, je le dis, c'est que ils prônent des idées qui sont dangereuses, qui n'aident pas à améliorer les relations hommes-femmes, qui n'aident pas à créer des ponts. Au Mhm. contraire, ça crée des scissions. Et en fait, ben, le truc, c'est que ce Alex Hitchen, par exemple, ou ces personnes qui sont à peu près comme lui, c'est des miroirs opposés, en fait. C'est vraiment le reflet opposé de Ouais, c'est la ces réaction. extrêmes-là. Mhm. Ouais, Ouais. c'est ça. Bah, c'est sûr que voilà, on observe beaucoup de choses Ouais, sur la scène publique, on observe beaucoup de choses dans les dialogues qui sont faits, dans les explications qui sont données, puis cette facilité aussi de partager son point de vue et sa vision du monde ou ses croyances maintenant sur les réseaux sociaux, ça aide énormément. Alors c'est très bien parce que chacun a la liberté de pouvoir s'exprimer comme il veut. On l'avait déjà évoqué dans un précédent podcast, c'est aussi la problématique de dire c'est quoi l'impact que va avoir ta communication? Comment est-ce que tu vas affecter les autres? Comment est-ce que tu vas toucher les autres? Parce que, tu sais, ça serait un peu déplacé de notre part de dire, ah oui, mais en fait, il y a des gens qui devraient pas pouvoir prendre la parole. Dans ce cas-là, ouais. nous, pourquoi est-ce Bah qu'on la oui, c'est prendrait pas la ouais, parole? exactement, c'est vrai. Mais on a aussi je crois, ce filet de sécurité qui est certainement pas infaillible, mais à chaque fois qu'on a un sujet, et a fortiori un sujet comme celui d'aujourd'hui, où on se pose la question tous les deux en se disant, c'est quoi l'impact que ça va avoir? Ouais, C'est quoi l'effet que ça va avoir sur les personnes qui vont nous écouter, qui vont découvrir ce contenu-là? Est-ce que ça va les aider à réfléchir différemment, à percevoir les choses sous un angle différent, à progresser dans leur évolution personnelle, dans leur bien-être, dans tout ce qui peut se passer pour eux, ou est-ce que on va influencer de manière négative, on va avoir un impact négatif en fait sur les personnes qui nous entourent. Et donc je crois qu'à partir de ce moment-là, bah, c'est aussi important de voir que bien souvent, ce type de messages qui sont envoyés, que ce soit sur les ismes du genre, comme on en parle aujourd'hui, ou sur d'autres sujets, c'est vraiment de voir, bah, il y a des personnes qui vont avoir des avis, qui vont avoir des choses à partager parce qu'ils ont envie de le partager, et il y en a d'autres qui vont utiliser en fait les règles algorithmiques pour dire bah, qu'est-ce qui va me rapporter le plus de vues, qu'est-ce qui va me rapporter le plus de monde c'est et ça. qu'est-ce qui va générer du revenu pour moi. Et je suis tombé Exact. d'ailleurs il y a pas très longtemps de ça sur un article, je crois que c'était une sociologue, il me semble, qui avait écrit cet article-là, je l'ai plus exactement en tête, mais grosso modo, elle mettait en garde et le titre était suffisamment évocateur, c'était que les influenceurs ne sont pas tes amis. Ouais, Et en fait, c'est vraiment de comprendre que un influenceur, c'est avant tout quelqu'un qui va générer des vues, qui va générer de l'intérêt, qui va générer du buzz pour avoir du monde, pour avoir de la visibilité et soit être payé pour présenter un produit, soit gagner de l'argent par rapport à une plateforme qui va justement les payer pour la visibilité et le monde que ça ramène. mmh, Donc c'est un métier à part entière. Puis c'est ok, je veux dire, chacun fait ce qu'il veut. Cracher sur les influenceurs aujourd'hui, ben dans ce cas-là, on n'a qu'à cracher sur tous ceux qui font du lobbyisme politique, industriel, exact. pharmaceutique. On peut cracher sur tout le monde à ce stade-là. Mais c'est vraiment de comprendre que il y a des positions qui sont prises, il y a des choses qui sont mises en avant, et si on regarde ça sous un angle de vision systémique, qui nous est Mmh, cher, tu le sais, ouais, bah c'est une injonction qui est complètement paradoxale. Parce qu'en fait, elle va créer une tension entre des rôles qui sont incompatibles à certains moments du cycle de vie. Et en fait, l'idée, c'est que ces deux extrêmes-là, c'est le symptôme, comme tu l'as dit Samir, d'un même déséquilibre. Ce sont ouais, les deux faces opposées d'une même pièce, et c'est révélateur, en fait, d'un effondrement des repères identitaires et relationnels, où chaque polarité essaye de restaurer un pouvoir en rejetant sur l'autre. On culpabilise l'autre, on juge l'autre, on critique l'autre, de façon à pouvoir regagner un peu notre place, notre identité, notre rôle. Et en fait, alors c'est mon avis, je sais qu'il est partagé par d'autres, ça veut pas dire que c'est la vérité, mmh, mais quand je regarde ça de l'extérieur,
tu sais, souvent, j'ai bien plus l'impression que c'est un combat de pouvoir et d'individualité, et un Mmh. besoin de reconnaissance de l'individu avec un détachement, en fait, du reste du groupe, plus que une recherche de considération ou de respect pour lequel je Ouais. suis à 100%. Puis je pense que toi qui nous écoutes, tu le sais très bien, que autant on n'est pas du tout dans le féminisme extrême et qu'on n'est pas du tout non plus dans le masculinisme extrême, Ouais. mais qu'on fait bien la distinction entre comment une femme va fonctionner comparé à comment un homme va fonctionner, les aspirations qui peuvent être différentes les uns des autres, le fait que on n'a pas besoin d'avoir envie d'être comme l'autre, on peut aussi avoir envie d'être juste soi-même et de fonctionner en fonction de nous-mêmes, et qu'en fait dans cette société où on est de plus en plus individualiste, auto-centré, où finalement c'est moi, c'est ma carrière, c'est mon envie, c'est mon argent, c'est mon plaisir, c'est mon bonheur, c'est tout un tas de choses, mais c'est moi, mon, ma, etc. En fait, ça nous éloigne aussi de notre besoin d'appartenance à un groupe. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? On crée des nouveaux groupes. On crée C'est des ça. nouveaux systèmes dans lesquels on peut se reconnaître, parce que tout seul, on n'est pas fait pour être tout seul. On n'est pas fait C'est ça. pour être des êtres isolés alors moi, je suis différent de tout le monde, et puis je n'appartiens à rien, donc je suis tranquille. Non. Tu vas automatiquement te rattacher à un groupe. Et ça, je pense que c'est pas la première fois que tu nous entends le dire, mais c'est vraiment de voir, en fait, que c'est sous-catégorie, parce que c'est une sous-catégorie, d'accord? On est en train de rentrer dans du détail, du détail, du détail, du détail, en disant: «Ah oui, mais alors là, tu vois cette couleur jaune, c'est pas exactement du jaune, donc on peut pas le mettre dans la catégorie du jaune, parce qu'il y a un petit peu plus de cette couleur dedans», Mmh. donc et en fait, cette surdistinctivité, finalement des êtres, nous isole encore plus et nous amène à avoir cette, tendance, quelque part, à tomber dans les ismes, et là, entre autres, les ismes du genre, et Ouais. le truc, c'est de voir vraiment que le féminisme, le mouvement féministe, il est important. Il est Mmh. important parce qu'il n'y a aucune raison pour que les femmes ne soient pas respectées et Bien qu'elles ne sûr. soient pas écoutées, qu'elles ne soient pas considérées. Il n'est pas normal aujourd'hui que la majorité des recherches en médecine, en sciences de la Ouais. santé sont faites sur des hommes et pas sur des femmes, que les Mmh. médicaments qui sont développés sont faits pour des hommes et pas pour des femmes, que, en fait, tout plein, en fait, de décalage et de non-considération, finalement, du statut et du fonctionnement et de la particularité de la femme, justement, comparée à l'homme. C'est que, tu sais, c'est là aussi où moi, ça me fait réagir. Et après, je vais juste terminer avec ça, mais on a d'un côté des femmes qui vont être dans une dynamique, et des hommes aussi d'ailleurs, qui s'inscrivent dans cette Mmh. dynamique, en mode, oui, les femmes et les hommes devraient être égaux, puis c'est tout pareil, et puis ça fonctionne pareil, et puis on ne devrait pas faire de distinction. Mmh. Dans ce cas-là, pourquoi tu m'expliques que c'est pas normal que la science médicale s'intéresse qu'aux hommes et à la condition du fonctionnement de l'homme, puisque les femmes et les hommes sont pareils? Dans ce cas-là, les recherches qui sont faites sur les hommes devraient s'appliquer aux femmes, puisqu'on est pareil. Donc tu vois, Ouais. c'est un peu aussi ce côté d'incohérence qu'il y a, où on a des trucs où c'est pas normal, il y en a d'autres où ça devrait être pareil. C'est comme, est-ce qu'on peut pas juste accepter, en fait, qu'on est des êtres humains, on a ça en commun, mais que dans cette classification de l'espèce, il y a des distinctions qui font faire et qu'il faut respecter. Et qu'après, de l'ordre du choix de je travaille pas, je gagne plus, je soutiens, je gagne moins, je suis soutenu, je veux des enfants, j'en veux pas, je veux fonder une famille, j'en veux pas, je veux voyager, je veux donner la priorité à ma carrière, je veux donner priorité à ma famille. Est-ce que ça, en fait, on peut pas ramener ça à un choix simplement personnel et de ne pas rattacher ça, justement, à un genre quelconque? Donc ça, Mmh. après, bon, je le dis comme ça, c'est vraiment une réflexion que je me fais, une question que je me pose, au-delà d'être ah, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est ça la vérité, pas du tout, hein. Mais je reviens un petit peu en arrière, comme ça on va pouvoir continuer. Ouais. Mais on a Mais d'un côté le féminisme toxique, qui va ouais. nier la complémentarité, qui va glorifier l'hyper-indépendance et qui va pousser beaucoup de femmes à culpabiliser de leurs liens affectifs, de leur besoin de fonder une famille, de leur désir d'avoir des enfants, de leur désir de pas forcément faire une carrière, de leur désir de pas courir après l'argent. Et ça, ça vient blesser toute une partie de la population, ça vient blesser toute une image pour des personnes en fait qui n'ont strictement rien demandé à ce stade-là. Et de l'autre côté, on a le masculinisme toxique aussi, qui est
de plus en plus en fait un réflexe défensif qui est chargé de colère, de ressentiment. On caricaturise la masculinité en virilité extrême, on Mmh. prône le contrôle, on prône la dominance, alors que on devrait être beaucoup plus dans la conscience, la co-construction, et en fait on a une fermeture qui se fait, où finalement on se retrouve avec des hommes qui ont des comportements, des attitudes qui sont pas forcément les choses les plus adaptées. On a des hommes qui sont en souffrance parce que ils sont seuls, ils sont isolés, ils savent pas comment les femmes fonctionnent, ils savent plus comment parler, ils savent plus comment aborder, ils ne savent plus comment faire. Ça veut pas dire que la manière dont les choses étaient faites avant, c'était mieux. Hein. C'est pas une c'est pas une excuse. Et de l'autre côté, on a des femmes qui se sentent de plus en plus seules, qui prennent conscience, arrivés à un certain stade de leur évolution personnelle, que ah merde, j'ai été super indépendante, mais maintenant qu'est-ce que je fais? J'ai pas fondé de famille, j'ai pas d'enfants, et ça c'est une problématique qui ressort énormément, pas pour toutes, attention, parce que je suis pas en train de dire ici que une femme c'est censé faire des enfants et puis c'est censé fonder une famille. Ce n'est Mmh. absolument pas le discours. Chacun fait ce qu'il veut. Bien Chacun sûr. bâtit le monde à son image, comme il a envie que ce soit. Mais c'est de montrer en fait que ces extrêmes-là vont créer en fait des souffrances, vont créer de la détresse, vont créer de la perte de repères. Et notre objectif, encore une fois avec ce podcast, c'est de sortir de cette guerre des genres en apportant une grille de lecture plus systémique, plus émotionnelle. Parce que C'est le ça. but, c'est de réconcilier, c'est de trouver un terrain d'entente pour ne pas justement glorifier une partie ou une autre et de se rencontrer dans un juste milieu qui est en fait notre humanité. Mmh. Donc, c'est les points, voilà, que je voulais amener à ce stade. Samir, je ne sais pas si tu voulais rajouter des choses Ouais, par je vais rapport rajouter peut-être à 2 cette première petits chose. éléments, Mhm, justement. C'est que, par exemple, c'est intéressant parce que, tu vois, quand on parle de isme du genre, bah, en mhm, fait, ça a donné lieu à d'autres choses encore que le féminisme, que le masculinisme. Par exemple, je t'en donne un. Une fois, j'ai parlé avec une amie à moi qui est féministe, que j'adore, d'accord? Même si je sais qu'on a des points hyper opposés sur certains sujets, on se rejoint sur d'autres parce que des fois, en creusant, en posant des questions, tu trouves toujours des points communs. Et c'est comme ça ouais. qu'il faut faire. Faut pas se mettre en réaction. La meilleure chose à faire, c'est de questionner, de s'intéresser, de voir un petit peu comment on peut nuancer tout ça et de voir, ok, regarde, elle pense peut-être extrême là, mais en fait, regarde, si on creuse un petit peu plus, en réalité, hop, on peut se rejoindre sur ce truc. Et c'est Mhm, à ce moment-là qu'on crée des ponts et des discussions et moi, elle m'a appris des choses, moi, j'ai appris aussi des choses d'elle, tu vois, et elle a appris aussi des choses de moi, je pense. Et c'est mhm, ça qui est intéressant. Mais une fois, par exemple, elle m'avait choqué, Julien, parce qu'elle m'expliquait que la construction, bah, en fait, de toute manière, il n'y a pas de genre. C'est limite. Il n'y a pas de genre. Il n'y a pas de masculin, de féminin. Les histoires de cycles et de mhm, d'hormones et compagnie, c'est faux, parce que de toute manière, tous les deux, on a des cycles hormonaux, et qu'en fait, au final, bah, tout ce qu'on mhm, vient ajouter là et que la science aussi montre, bah, en mhm. fait, non, c'est faux. Donc, il y a, dans ces extrêmes, parfois, en Tout fait, à il fait. peut y avoir, bah, malheureusement aussi un, un rejet de choses qui sont réelles au final. Et le problème, c'est qu'en rejetant ces choses-là, bah, Mhm. tu vas pas aider à aller dans la bonne direction. C'est important de prendre en considération nos particularités plutôt que de dire, bah non, il n'y a Complètement. pas de particularité, de toute façon, on est à 100% pareil. C'est, bah, ça me fait réagir effectivement ce genre de discours parce que je Ouais, trouve ça très dommageable en fait c'est d'avoir ça, cette ouais. grille de lecture là. Je Mm. peux comprendre qu'on arrive à un moment donné où parce qu'on a un passé spécifique, parce qu'on a des expériences personnelles, parce Ouais, que on a des croyances personnelles, où finalement bah, ça prend le dessus sur l'objectivité c'est du ça, sujet. Mais c'est ça. quand si demain tu viens me dire bah non mais de toute façon sous prétexte que t'es une femme, mais non de toute façon les hormones c'est n'importe quoi, les machins c'est n'importe quoi. Mm. Dans ce cas-là, explique-moi pourquoi. Et je reviens vraiment sur la recherche médicale parce que c'est un truc qui fait aucun sens pour moi. Mais la plupart, la grosse majorité des médicaments qui sont développés, encore une fois, sont développés pour répondre aux besoins des hommes. Ouais, Ce qui fait qu'on se retrouve avec des médicaments qui sont moins efficaces, qui peuvent être potentiellement plus problématiques en termes d'effets secondaires, parce que c'est pas adapté au fonctionnement du ouais, système de la femme. C'est pas adapté aux hormones qui sont présentes, c'est pas adapté aux cycles qui sont présents. Fait qu'à un moment donné, de partir dans ces extrêmes-là, tu ne fais que blesser une partie ou une autre. c'est ça. Et si le premier réflexe que tu as en face, c'est de dire oui, mais c'est parce que c'est une société patriarcale et que de toute façon l'homme est le problème, et ben en fait tu fais la même chose. Tu es en train de Mm. reproduire exactement
la même chose que tu as pu subir sur d'autres, c'est pas porteur de changement en fait. C'est de la C'est ça. réactivité pure et dure. Mmh. Et je trouve ça dommage C'est dans une ça. Et en plus, société où l'information est aussi accessible, ouais, de de faire l'effort en fait, d'aller chercher un peu plus de justesse dans la vision des choses. c'est ça. Mais bon, c'est dans mes valeurs, ça vient me chercher moi. Ça veut pas dire que Mmh. c'est la vérité, mais Ouais, bah, je comprends pleinement après et le truc c'est que c'est ça, c'est que en faisant ça, en imposant plus ta croyance ou ta vision du féminisme de cette façon-là, tu vas mmh, léser aussi d'autres personnes, que ce soit des hommes ou des femmes, parce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui militent justement pour qu'on prenne aussi en considération leur cycle. Parce que c'est pas évident de venir travailler au travail alors que tu es en pleine période de cycle, où encore une fois, ben, il y a ton émotionnel qui est impacté, il y a ton état général qui est impacté, etc. Et il y a des personnes qui aimeraient, il y a des femmes aujourd'hui qui militent pour que ça soit pris en considération, cette particularité-là. ouais. Et c'est pas normal que dans une entreprise, on va traiter, encore une fois, oui, il faut qu'on soit mis, encore une fois, au même piédestal. Moi, j'aime bien dire, en fait, on est égaux mais différents. Mais en fait, Mmh, c'est mmh, important que dans cette égalité, on nous mette pas pareil. C'est pas homme-femme, c'est pareil à 100%. Non, c'est bien aussi de prendre, moi, je pense, encore une fois, mmh, c'est ma vision et c'est la discussion que j'ai pu avoir avec d'autres personnes qui expliquent, mais oui, mais en fait, moi, j'aimerais bien que mes différences soient prises en compte aussi, tu vois, parce que mmh, je peux pas fonctionner comme à 100% comme va fonctionner un homme à certaines, je veux dire, bah, tu sais, ne serait-ce que pendant mes cycles, tu vois. mmh. Donc, voilà, je sais pas, peut-être que je suis à côté de la plaque et moi, j'invite nos Bah, auditeurs à partager, mmh, à, à partager un petit peu avec nous si ça va pas. Mais en tout cas, c'est juste ça, de comprendre que parfois aussi, cette vision-là, elle est comme imposée parfois par certaines mmh, personnes à tout le monde. Et c'est comme, tu sais, si je vais aller plus loin, et puis après je te laisse, Julien, reprendre le relais. Mais mmh. si on va au-delà de ça, c'est tellement dogmatique qu'on prend pas en Ouais. considération que, ben, par exemple, le féminisme occidental, c'est peut-être pas le même que dans d'autres pays. Il y a d'autres féminismes qui existent. Si Mmh, tu vas en Asie, les Asiatiques sont majoritaires sur Terre, bah, il y a mmh, certainement des mouvements féministes qui ne sont pas du tout, qui ne prônent pas exactement la même chose que les féministes occidentales, tu vois. mmh. Et de venir comme imposer le féminisme occidental à toute l'humanité, comme ça devrait être comme ça pour tout le monde. Par exemple, hein, je parle du féminisme, mais après on va repartir sur le masculinisme. Bah en Mmh. fait c'est injuste parce que ce féminisme-là est une réponse à ce que toi tu as vécu en tant que femme occidentale. Mais une femme asiatique ne vit pas exactement la même chose. Une femme africaine ne vivra pas Absolument, exactement la même chose. Donc encore une fois, ce absolument. qui va se développer derrière, bah, ça va être une réponse à sa société. Et Mmh, cette réponse, elle est importante, elle est nécessaire quand on part pas dans les extrêmes, tu vois, mmh, mais elle ne doit pas devenir dogmatique. En fait, c'est aussi ça. Et c'est pareil de l'autre côté si on repart dans le masculinisme. Je vais donner une autre amie, par exemple, mmh, et je trouve ça dogmatique. Alors, si tu m'écoutes dans ce mmh, mmh. podcast-là, sache que je le dis, mais tu sais, ça n'empêche en rien le fait que je t'apprécie et que je t'adore. Mais par exemple, je ne réponds pas à ça parce que ben, je le laisse, je sais que c'est dans ses croyances. Mais Mmh, par exemple, à chaque fois que je parle à cette personne-là, je dis ma femme, tu vois, mmh. je dis bah tiens ma femme, patati patata. Mais en fait, elle me reprend sur le mot ma femme en me disant ta partenaire de vie. Elle m'a répété plusieurs fois le fait de dire ma femme, ça veut dire que en fait, tu te l'appropries, que c'est ton objet, que c'est à toi en fait, tu vois. Et le truc, c'est que Mmh. ma femme, elle m'appelle mon mari, et ça fait pas pour autant le fait que ça me dérange parce que soi-disant elle s'approprie, et c'est pas l'objectif, tu vois. Tout à fait, ouais. L'objectif, c'est pas de m'approprier, de dire que c'est à Et moi, tu vois. mais Et moi, du je coup, trouve ça très faut violent à chaque comprendre. fois. Bah, oui, oui, Ouais. quelque part, oui, ça peut être violent. Bah, on peut comprendre ce qui peut éventuellement se trouver derrière justement cette réflexion. Et du Mm. coup, on remplacerait par ma partenaire de vie, c'est ça? Ben c'est ça. Et au final, ça peut être pris de la même façon, tu Ça vois. revient à la même, ça revient au même principe. Ça reviendrait au même Dans principe. ce Ouais. cas-là, dis la personne avec qui je partage ma vie, si tu veux. Mm. Et dans ce cas-là, on est dans la neutralité. Mais Bah, bon, c'est bref, ça en fait. c'est je vais pas partir là-dessus parce que mon cerveau va avoir du mal à computer l'information. Il y a des trucs qui sont pas logiques, mais c'est pas C'est grave. ça. Mais oui, Mais tu j'avais vois, juste envie de mmh. ouais, je te disais oui, voilà, tu vois, le truc, je trouve ça hyper violent. Je réagis pas pour autant parce que je sais qu'elle est dans Non, sa croyance, elle est dans son il faut truc, pas réagir à tout, et effectivement. tu vois, donc tu sais, je la laisse parler et tout, et il y a pas de souci. Je réutilise le mot ma femme, peut-être ça la dérange, c'est ok.
Mais encore une fois, c'est juste ça, c'est juste faire attention. Mmh. C'est important de trouver de la nuance aussi. Parce que peut-être que certaines personnes sont hyper réactes. Elle et moi, on s'entend bien, on est des amis. Donc, ça reste quand même, peut-être que ça la pique, mais elle respecte quand même, tu vois, je pense qu'elle respecte quand même un petit peu, parce qu'elle me saute pas dessus. Mais peut-être qu'il y a des personnes qui te sauteraient dessus, si tu utilises ce Mmh. terme-là. C'est possible, c'est Ouais. possible. Après, je voulais rebondir aussi sur un élément que tu évoquais, par exemple, sur le lieu de travail, où effectivement, il y a des femmes qui vont être en recherche qu'on prenne un peu plus en considération leurs conditions à elles spécifiques. Mais là où ça devient problématique, c'est que on essaye, je pense, de voir ça comme un élément systématique, là où d'autres personnes ne vont pas réagir de la même façon. Il y a des femmes qui vont avoir effectivement un besoin de peut-être ralentir ou de gérer différemment ou de pouvoir dire ok, là je peux pas aller bosser aujourd'hui parce que je suis pas en condition de pouvoir bosser parce que j'ai tout un tas de choses qui se passent au niveau de mon corps, au niveau de mes hormones, au niveau de mes douleurs, etc. Et c'est important de le prendre en compte, mais de voir aussi que c'est pas en fait un truc qui doit devenir systématique, parce qu'il y a plein d'autres femmes pour qui ça se passe super bien, ou en tout cas Ou- beaucoup mieux, ouais. et du coup qui ne rencontrent pas de difficultés à la même hauteur qu'eux. Tu sais, j'ai une amie à moi à qui je tiens énormément, qui traverse à chaque fois des moments qui sont hyper difficiles, parce que ils ont toujours pas trouvé malheureusement ce qui se passe et comment expliquer toutes les douleurs, toute la fatigue, Mm. toute la perte de repères en fait qu'elle traverse systématiquement à chaque fois. Et c'est sûr que si c'était pris en compte, ça serait beaucoup plus facile parce qu'il y aurait moins de culpabilité, il y aura moins de faut que je me force, faut que j'y aille, faut que j'aille bosser, faut que si on prend ça en compte. Mais je veux dire demain, c'est un petit peu comme si tu te disais OK, toutes les personnes qui sont en situation de handicap, quel que soit le handicap, doivent toutes être considérées de la même façon et avoir le même aménagement. Tu sais, c'est une espèce de communisme délétère intellectuel que je trouve littéralement dégueulasse pour le coup, parce que j'ai pas d'autres mots. Mais c'est vraiment de dire pourquoi est-ce que finalement on pourrait pas mettre en place un système où c'est pris en compte. Et parce que c'est pris en compte, on a la possibilité de pouvoir dire moi je me sens concerné par ça. Je suis touché par ça. Alors forcément, il y aura des dérives. Forcément. Mais la quantité de dérives qu'il y aura par rapport aux bénéfices qui pourront ressortir de ça, je pense, seront moindres. Je pense. Je suis pas expert dans le domaine, mais je pense. Et le truc, c'est que si tu laisses la possibilité, par exemple, d'avoir un aménagement des horaires, un aménagement des jours de travail pour les femmes, ça ne veut pas dire que les hommes ne pourraient pas avoir aussi un aménagement pour des besoins spécifiques. C'est juste de comprendre qu'on n'est pas obligé de mettre tout le monde dans le même panier. On n'est pas obligé de dire ah bah oui, mais alors ça va pas, donc il faut que ce soit comme ça pour tout le monde. C'est un espèce de communisme de pensée qui est hyper vicieux, qui est hyper dangereux, où finalement on n'a plus le droit de penser, on n'a plus le droit de vouloir, on n'a plus le droit de ceci ou de cela. Et tu sais, je reviens sur une discussion à laquelle j'ai assisté il y a pas très longtemps, où finalement il y a deux personnes qui se sont pris la tête parce que il y en a une qui était très orientée carrière professionnelle et il y en a une autre qui était très orientée famille. Et en fait, celle qui était orientée carrière professionnelle, ça aurait pu être dans l'autre sens aussi, mais elle s'en est pris à l'autre personne en disant oui, tu vas pas adopter le schéma patriarcal, tu vas pas te retrouver à la maison à élever tes enfants, t'as une carrière aussi, t'as des besoins aussi, t'as des envies aussi. Ouais, mais tu respectes pas l'autre, en fait, quand tu fais ça. Montrer à l'autre qu'il y a d'autres possibilités, oui, mais forcer l'autre à suivre un mouvement parce que t'estimes que c'est le meilleur mouvement, c'est pas bon du tout. Donc, voilà, ça c'est dit, mais c'est la même chose avec les hommes, hein, parce Bah oui. que moi, je me souviens d'une interview qui avait été faite justement concernant les, l'image en fait des hommes par rapport aux femmes, les choix des hommes sur quel type de femme on va aimer, quel style de femme, etc. Et il y a un élément qui m'avait surpris et qu'en même temps j'avais été très content d'entendre aussi quelque part, c'était en fait un jeune homme qui expliquait que pendant toute son adolescence et pendant
début de vie d'adulte, en fait, il avait énormément souffert de ses relations sociales et affectives, parce qu'en fait, il choisissait, malgré lui, des profils de femmes qui ne lui correspondaient pas vraiment, parce que il devait répondre aux exigences, en fait, du regard des autres. En fait, lui préfère, dans sa vision des choses, dans son rapport, avoir une femme qui est pas anorexique, qui est pas super mince, qui est pas nécessairement un top modèle, mais qui va avoir plus de forme, qui va avoir un peu plus de poids. Et en fait, il se sentait vraiment empêché dans ses choix personnels, parce qu'il devait répondre à des exigences, il devait répondre à des codes, il devait répondre à tout un tas de choses. Et quand t'entends les masculinistes qui t'expliquent que tu peux pas te mettre avec une femme qui prend pas soin d'elle, tu peux pas te mettre avec une femme qui ressemble à rien, tu peux pas te mettre avec une femme qui a 3 kilos de trop sur la balance, tu peux pas te mettre avec une femme qui ceci, qui cela, en fait tu te retrouves exactement dans la même dynamique. Et peut-être une dernière chose avant de passer à la suite, t'évoquais tout à l'heure le féminisme par exemple en Asie. Moi j'ai été surpris d'apprendre, alors ça remonte maintenant un petit peu, mais j'ai été surpris d'apprendre le mode de fonctionnement des femmes, par exemple, au Japon. Ça veut pas dire qu'elles fonctionnent toutes comme ça. Mais j'étais halluciné d'apprendre qu'en fait, le critère majeur dans une relation et dans un engagement d'une femme envers un homme, c'était le niveau de revenu du gars, et que si jamais ce mec-là est venu à perdre son boulot, à perdre ses revenus, et qu'il démontrait en fait une défaillance au niveau du statut financier, elles prennent leurs affaires, elles demandent le divorce et ciao bye. Je trouve ça assez particulier comme mode de fonctionnement. Et donc, tu te dis, ok, en fait, on n'a pas tous, comme tu l'as dit Samir, la même façon de fonctionner. Tu vas dans un endroit dans le monde, tu vas dans une autre région, c'est pas du tout les mêmes règles, c'est pas du tout les mêmes codes. Mais du coup, c'est de faire attention, parce que les extrêmes, ça va vite, et ça peut dérégler tout un tas de choses et faire souffrir beaucoup de personnes. Donc, ceci étant dit, maintenant, l'autre point qu'on voulait amener ici, c'était toute la solitude qui ressort justement du féminisme trop poussé, mais aussi du masculinisme trop poussé. Et la question, c'est de se dire, est-ce que tout ça, ça nous offre une réelle liberté, ou est-ce que tout ça, ça nous pousse à être dans un abandon social flagrant de nous par rapport au groupe et du groupe par rapport à nous en tant qu'individus. Alors Samir, je ne sais pas si tu voulais peut-être commencer à parler de ce sujet-là. Ouais, je vais commencer. Alors peut-être qu'on va entendre une petite voix en fond. C'est normal. J'ai ma fille qui tourne autour. C'est pas ta fille, Samir. Je la gère. C'est l'enfant que t'as permis de mettre au monde. Ah bah oui, c'est ça. Merci Julien. Avec la partenaire de vie. Merci avec la personne avec qui je partage ma vie. C'est ça. Attention Julien, fais gaffe. Oui. Et moi je me mélange, à un moment donné, j'y arrive plus. Bah c'est pareil en fait. Donc effectivement Julien, donc par rapport à la solitude que ça crée des deux côtés, d'accord? C'est vraiment des deux côtés que ça crée cette solitude-là. Donc d'un côté en fait, on a des stats qui montrent que plus de la moitié des femmes occidentales de moins de 30 ans n'ont pas d'enfants et 90% d'entre elles le regretteront. Alors c'est des stats, je ne sais plus où sont les sources, faudrait peut-être qu'on les mette en, tu sais. Ouais, c'était des recherches qui avaient été faites. Je crois que c'est des études dites longitudinales, donc qui sont faites sur la durée, où finalement il y a eu des interviews qui ont été faites, il y a eu des suivis qui ont été faits, et que c'est ça, il y a ce chiffre-là qui est assez conséquent, que 90% en fait des femmes qui ont été interviewées il y a quelques années, qui ont été suivies, qui ont donné une priorité à leur carrière, qui ont donné priorité au voyage, qui ont donné priorité à tout un tas de choses qui sont très très bien. Et c'est parfait que les gens puissent vraiment vivre et faire ce qu'ils veulent. Mais que parmi toutes ces personnes qui ont été interviewées, on est monté à 90%. Finalement, qui ont dit, en fait, là je suis arrivé à un stade où maintenant c'est trop tard. Je pourrais avoir des enfants, mais c'est beaucoup plus à risque. Et c'est beaucoup plus compliqué maintenant de pouvoir trouver un partenaire aussi qui va avoir envie d'avoir des enfants plus tard. Donc quand on dit plus tard, c'est 40, 45. Et du coup, il y a ces regrets qui ressortent. Mais ça veut pas dire que toi qui nous écoutes, que si tu as 20, 25 ans, 30 ans, 35 ans aujourd'hui et que tu dis non, en fait, j'ai pas envie de fonder une famille, ça ne m'intéresse pas,
que tu seras concerné par ce regret plus tard. Mais c'est un constat qui est là et c'est important de le prendre en compte pour voir dans quelle mesure toutes ces injonctions sociétales et d'idéaux en isme peuvent réellement nous blesser en profondeur, nous coûter cher d'un point de vue épanouissement personnel et coûter cher aussi à la société. Ouais, exactement, ouais, exactement. Et justement, tu vois l'exemple que tu m'as donné là de la personne qui a agressé une autre femme. Moi, je l'ai eu aussi à mon travail une fois où j'ai une fille en fait avec qui je travaillais qui s'est énervée parce qu'une de ses voisines en fait était mère au foyer et qu'elle avait fait ce choix-là en expliquant que cette femme-là c'était une bonne à rien, que c'est scandaleux, que les femmes se sont battues pour pouvoir travailler, que patati que patata. Alors c'est très bien en fait, mais n'impose pas ta vision. Cette femme-là, elle travaille chez elle, c'est pas pour autant que c'est tu sais que c'est un poids pour la société. Non, elle est en train de s'occuper des enfants, elle est en train de former la future génération. Faut pas oublier ça aussi, tu vois, que c'est un métier à part entière. Elle est en train de fournir la force de travail qui va payer ta retraite. Exactement, Julien. Ah bah non, mais c'est très juste fort de ce te que tu rappeler dis. ça. Ouais. Ouais, bah d'ailleurs, juste une petite aparté, mais récemment, j'avais vu aussi un débat et il y avait un mec qui disait non, en fait, vous êtes en train de dire zéro immigration, mais est-ce que vous savez combien ça va représenter sur votre retraite? Pas d'immigration. Et en fait, le mec avait fait le calcul et il disait, regardez, en fait, si demain il n'y a pas du tout d'immigration, après, encore une fois, on peut parler de immigration choisie, etc., il n'y a pas de souci. Mais si vraiment demain il n'y a plus du tout d'immigration, bah regardez, en fait, ça va représenter tant de milliards, en fait, sur votre retraite. Il y a personne qui paiera votre retraite, en fait. Donc, on va peut-être donner une autre stat. C'est pour les hommes, parce qu'on parle de solitude. Il y a une recherche qui provient de Pew Research Center et qui avait été repris par plusieurs médias comme The Guardian et Medium, qui expliquait que 63% des hommes de moins de 30 ans sont célibataires contre 34% des femmes et beaucoup disent ignorer la manière de nouer une relation sincère. Parce qu'il y a ces polarités. Il y a ces polarités qui se créent, ça devient compliqué. Récemment, j'ai une de mes clientes, par exemple, qui me disait, mais en fait, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec la pression qu'on met parfois, je comprends qu'il y a certains hommes qui ont peur, tu vois, aussi de venir vers nous, de discuter vers nous, et tu sais, de parler avec nous. Et en fait, ben, certains hommes perdent leur repère, qui savent pas comment s'adresser aux femmes, etc. Et en fait, ça amène derrière une réponse opposée, extrême, qui est le masculinisme toxique, parce que c'est la seule réponse qu'ils trouvent au bout d'un moment. Tu vois, c'est une réponse réactionnaire. Et une fois que t'es seul, que t'es incompris, que t'es en colère, ben au final, au bout d'un moment, tu vas rentrer dans de la victimisation. C'est pas de ta faute, c'est de la faute des femmes, c'est de la faute du féminisme, c'est de la faute du système. C'est peut-être pas de la faute dans l'esprit de la personne, bah, des relations toxiques qu'il y a pu avoir pendant des années, parce qu'il y en a qui se remettent pas en question aussi, tu vois, qui remettent pas en question le modèle bah, qui a été amené pendant un certain temps. Et ben en fait, ça bascule dans l'opposé, tu vois. Et en fait, le masculinisme toxique, c'est une manière de reconquérir une masculinité perdue dans leur esprit et qui est souvent, généralement, même fantasmée, dominant, dur, autoritaire et qui est à l'opposé même de ce qui existe. Tu sais, j'entends des gens parfois qui basculent dans ce masculinisme toxique de dire on veut que ça revienne à avant. Moi, mon grand-père était pas comme ça. Tu sais, tu reviens à plusieurs années derrière, bah il était pas comme ça, par exemple. Tu rediscutes avec certains anciens, ils étaient pas tous comme ça. Et encore une fois, après, on peut même aller plus loin et questionner qu'est-ce que le masculinisme, parce qu'encore une fois, c'est une vision qui est fantasmée. Qu'est-ce que la masculinité? C'est vraiment une vision qui est fantasmée et qui est, encore une fois, dans le même cas que le féminisme toxique, qui est imposé à tout le monde parce que ça finit par devenir un dogme. Et les hommes, bah, qui sont pas comme ça, bah, se font juger, se font critiquer, se font insulter parce que tu comprends, c'est pas des vrais hommes, tu vois. Ouais, puis si t'as le malheur aujourd'hui de tenir la porte ou d'apporter un geste spécifique que tu penses être bien, bah tu peux être très très mal reçu en fait. Ça peut être très très mal vécu. Et le truc là où il faut faire attention et vraiment on essaye en tout cas dans le discours qu'on est en train de tenir ici et dans ce qu'on essaie de te partager toi qui nous écoutes, que il n'y a pas une partie qui est plus responsable que l'autre. En fait, c'est une espèce de dynamique qui s'est installée, qui s'auto-alimente avec les réactions de chacun, des réactions d'un côté, des réactions de l'autre, et qu'en fait,
à un moment donné, ça ne fonctionne pas en fait. Tu ne peux pas avancer dans de bonnes conditions si on continue à aller dans ce mode de fonctionnement-là. Et vraiment, ça blesse tout le monde. Donc, l'idée, ça serait plus de se concentrer sur redonner un sens à la construction du lien, à la transmission comme une ressource de bonheur et non comme un poids ou un renoncement. Parce que, qu'on le veuille ou pas, et bien sûr, le métier qu'on fait aujourd'hui, ce qu'on enseigne, le métier qu'on permet à d'autres personnes de pouvoir réaliser à travers nos formations, à travers nos accompagnements, bien sûr que c'est centré sur la personne. Bien sûr que le but, c'est d'amener vers de la progression, vers de l'épanouissement, vers du bonheur, et il n'y a aucun souci là-dessus. Sauf que là où on va vraiment avoir une distinction, et ça on en parle beaucoup dans les cours, c'est que on n'est pas dans du développement personnel de comptoir. On est sur « je me développe personnellement » pour être en mesure d'être un membre actif, d'être un membre adapté, d'être un membre contributeur de quelque chose qui est plus important que moi, qui en fait à quoi j'appartiens et qui est plus important que moi et que je réponds en fait à une vision, à une mission spécifique et pas « ah ben moi je veux juste être heureux, puis je veux plus être stressé, puis je veux plus qu'on me traite comme ça, puis je... » Ok, mais en fait c'est quoi ta place dans le monde? C'est quoi la place que tu prends auprès des autres? Quelle est la dynamique dans laquelle tu te mets? Et on en a déjà parlé, hein, Samir, de ça dans un précédent podcast, de justement ce développementisme personnel, parce qu'on peut mettre le isme aussi là-dessus, où finalement, on se retrouve avec des gens qui sont en souffrance, parce qu'ils sont encore une fois auto-centrés. C'est moi je, détachement de la société, détachement du groupe, détachement de tout un tas de choses. Et tout ça, en fait, c'est hyper problématique. Et donc, avec tout ça dans la vision systémique, c'est vraiment de prendre conscience que quand la polarité s'installe dans le fait de prendre soin et de s'occuper d'eux, de soutenir, ça devient unilatéral, en fait, ça étouffe l'autonomisation et ça crée des systèmes qui sont rigides, basés sur le victimisme. Oui, on doit s'occuper de moi, oui, mais moi je suis une victime, oui, mais moi ceci, oui, mais moi cela. Ok, mais quelle est la place que tu prends dans le groupe, dans l'ensemble? Quel est le rôle que tu joues dans le groupe, dans l'ensemble? Et que on ne peut pas juste se défendre d'un système qui est dysfonctionnel, en se disant que de toute façon, on va se retirer de ce système-là parce qu'on n'a pas envie d'en faire partie, et qu'ensuite on se plaigne que ce système-là ne s'occupe pas de nous parce que on est à l'écart du système. Fait que toutes ces polarités, en fait, ça dévitalise profondément nos liens authentiques. Ça amène de la défiance, ça amène des luttes stériles, ça amène de l'imperméabilité émotionnelle, et en fait, ça crée des déséquilibres profonds. Donc là, nous, là-dessus, avant de passer au point suivant, et Samir, je te laisserai parler de ce point-là si tu veux, c'est vraiment de se dire, on doit travailler sur notre assertivité, notre capacité à communiquer efficacement nos besoins, nos attentes, les choses que l'on peut vivre, pas se baser sur le principe que l'autre devrait naturellement nous reconnaître et devrait naturellement comprendre que on est telle ou telle personne, qu'on a besoin de telle ou telle chose. Donc le verbaliser beaucoup mieux et de manière équilibrée, d'apprendre à dire non, d'apprendre à mettre ses limites, parce que c'est aussi important, d'accord? Le respect qu'on obtient des autres commence par le respect qu'on s'accorde à soi-même et ce qu'on tolère ou ce qu'on tolère pas. De faire la paix avec le conflit, parce que le conflit, il est sain, ça amène des connexions au sens, ça amène à travailler sur des peurs, sur des croyances, à remettre des choses en perspective, mais que au lieu de se taper dessus, au lieu de rejeter la faute, au lieu de généraliser, au lieu de créer ces ismes qui ne servent strictement à rien, est-ce qu'on pourrait pas tout simplement rechercher un peu plus d'équilibre? Et l'équilibre, à notre sens, c'est justement de travailler à cette connexion à l'autre, à cette reconnexion au groupe, de façon à ce que ça se passe dans les meilleures conditions possibles. Donc en tout cas, j'espère que ça te paraît bien clair, toi qui nous écoutes. Samir, on avait un autre point aussi qu'on voulait aborder là-dessus, on en avait plein, mais il y avait le mythe de l'homme déconstruit. Tu sais, cette perte justement de la polarité masculine. Est-ce que peut-être tu as envie de donner quelques mots là-dessus? Ouais, exactement. Alors, je vais essayer de jongler entre ma fille qui joue et puis le podcast. Effectivement, Julien, en fait, ça, c'est une autre réponse. Parce qu'en fait, il y en a plein. Les réponses sont multiples à ces extrêmes. D'accord? Les réponses sont vraiment multiples. De l'autre côté, on a des femmes, par exemple, qui, en réponse au féminisme extrême, basculent dans le total opposé du féminisme extrême,
qui peut paraître aussi comme une acceptation de manque de respect, de dominance, etc. Donc tu vois encore, c'est pareil, les réactions sont vraiment multiples en fait par rapport à ça. Et l'homme déconstruit, je trouve que c'est aussi une réaction qui est opposée. L'objectif, c'est de déconstruire le système déjà en place. Sauf que dans le système déjà en place, il y avait aussi des choses qui étaient positives. Il n'y a pas que des choses négatives. D'accord? Je dis pas que il n'y a pas des idées à déconstruire. Mais en fait, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on bascule dans un extrême il faut tout déconstruire, en fait. Tout ce qui vient du passé, on le déconstruit. Faut tout enlever pour reconstruire quelque chose de totalement nouveau. Sur quelle base? Encore une fois, est-ce que les racines sont profondes? Est-ce que c'est pas un arbre qui va tomber dans pas longtemps? Tu vois? Parce qu'en fait, c'est comme tu demandes d'effacer ce qui a existé pendant plusieurs années, qui est le fruit, de contexte, de l'histoire, de construction sociale, etc. Et en fait, au lieu d'aller comme questionner petit à petit comme pour améliorer les choses, mais sans tout supprimer, en fait, toi, tu enlèves tout. Tu vois? Tu veux tout enlever. Tu veux couper l'arbre, en fait, et le remettre comme ça. Pour moi, Julien, ça marche pas parce que, en fait, les gens perdent leur repère. En fait, les changements trop brusques comme ça, là, les gens perdent totalement leur repère et ça crée encore plus de mauvaises choses. Tout ça, ça amène en fait des polarités. À cause de ces polarités-là, il y a des hommes qui sont poussés à se féminiser pour être acceptés, pour être acceptables. Pourquoi? Parce que pour ne plus répondre à l'image de l'homme tel qu'il était perçu avant, ou plutôt le patriarcat, en fait, en opposition pour paraître bien, pour être accepté, pour paraître gentil, pour paraître moi je suis quelqu'un de moderne, mais en fait, il y a des gens qui basculent totalement à l'opposé, d'accord? Et en fait, ça donne place à un homme qui est lissé, qui est désorienté, qui est désexualisé, qui n'a plus de repères, qui a plus de sens en fait, parfois même, tu vois. Et à l'opposé de cet homme déconstruit, on a l'homme réac, on a l'homme toxique. Et au milieu, on n'a rien. Enfin, on a quelque chose, d'accord? Mais Ouais, tout à fait. on pousse les gens à aller vraiment dans ces extrêmes-là. Et ça me fait penser justement à certaines personnes aussi parce que tu sais, autour de moi, j'en ai en fait des personnes qui sont dans cet extrême-là du féminisme aussi, qui ne voulaient pas se mettre avec un homme déconstruit. Ils prônaient la déconstruction, mais un homme déconstruit, c'était trop plat. C'était trop ennuyeux. Ouais, ça les intéressait pas. Tu vois, ça les intéressait pas. Et ça, je trouve en fait qu'il y a une espèce de paradoxe en fait. Je comprends plus trop ça. Il y a plein de points de repère effectivement qui sautent. Ça veut pas dire qu'on doit revenir à d'anciens points de repère Bien qui sûr. sont pas forcément les meilleurs non plus. Mais effectivement, d'un côté, tu vas avoir, et j'avais trouvé ça super intéressant, justement cette étude aussi qui avait été menée, de finalement, qu'est-ce que les femmes, alors dans une étude, on prend ce qu'on veut, on laisse ce qu'on veut, mais en tout cas, il y a des chiffres qui sont ressortis, qui étaient quand même assez intéressants. C'était de dire, si tu prends une femme, tu leur demandes quel est le genre d'homme avec qui elles veulent justement pouvoir bâtir quelque chose, construire quelque chose. Il y en a beaucoup qui avaient répondu justement cette nouvelle version de la masculinité où on veut un homme qui va être attentif, qui va être doux, qui va être attentionné, qui va être ceci, qui va être cela. Et on leur a reposé la question pendant justement une période différente, pendant leur cycle. Et là, d'un seul coup, là où elles avaient le plus d'intérêt, c'était sur les bad boys et sur les mecs en fait qui démontraient de la force, qui démontraient même parfois caractère plus violent. D'être un peu plus avenant, leader, etc. Ouais, mais vraiment preuve de pouvoir, que ce soit physique, que ce soit intellectuel, que ce soit ce côté leadership, mais où vraiment on a une force de pouvoir et que d'un seul coup, en fait, les autres profils ne les intéressaient plus vraiment, en fait. Et alors, ça nous éclaire sur deux choses. Ça nous éclaire sur une chose qui est l'impact hormonal sur nos choix et sur nos décisions, sur nos émotions, qui est indéniable. Et puis après, c'est de voir aussi, mais est-ce qu'on n'essaye pas de bâtir une société qui est rattachée à un idéal qui est juste intellectuel et qui finalement ne tient pas compte de la réalité du quotidien, de la réalité des choses. Et de la même façon, tu peux te dire, je suis pour effectivement que la femme soit 100% indépendante, que tu puisses aussi aller dans un extrême justement du isme concernant cette partie-là, et après tu te dis, parfait, je suis en fait en face d'une personne
et c'est valable pour les hommes comme pour les femmes. Je suis en face d'une personne, en fait, qui est tellement indépendante qu'elle me montre bien, cette personne, que de toute façon, elle n'a pas besoin de moi. Que je suis accessoire. Que je suis là, mais que si j'étais pas là, ce serait pas très grave parce que il n'y a pas besoin de moi. Est-ce que, objectivement, tu penses que tu peux bâtir une relation saine et équilibrée sur un principe où l'autre est un accessoire? Je n'ai pas besoin de toi. Voilà. Je peux faire un enfant toute seule si je veux, je n'ai pas besoin de toi. Je peux payer mes factures toute seule, je n'ai pas besoin de toi. Et après, on s'offusque parce que on va voir des hommes qui vont revenir à des modes de fonctionnement de plus en plus animal, où ça va s'abonner à plein de plateformes de porno, ça va s'acheter des poupées gonflables, Ouais, ça il y a va les maltraiter. incels aussi, il y a ce truc-là qui est très, qui se répand de plus en plus. Et d'ailleurs, dans la société japonaise, c'est très présent, les incels. Ouais. Oui, mais pourquoi? Parce que justement, il y a aussi cet effet délétère du « Regarde, je suis tellement indépendante que j'ai pas besoin de toi. Fait qu'est-ce que tu veux que je fasse de toi? Pourquoi est-ce que j'aurais besoin de toi dans ma vie ?» Mais c'est hyper problématique, et c'est problématique des deux côtés. C'est vraiment les deux opposés, les deux modes de fonctionnement à l'extrême, où en fait, tu te crées les problèmes que tu vas avoir demain. Et la souffrance que tu vas avoir demain parce qu'il y a de l'isolement, parce qu'il y a tout un tas de choses, comme tu l'as évoqué, Samir. Et encore une fois, chacun a son mode de fonctionnement, chacun voit les choses comme il a envie de le voir, mais c'est de comprendre que aussi tout positionnement radical dans notre pensée, dans notre vision des choses, va générer des situations problématiques, va générer des difficultés, va générer de la souffrance. Donc, on est toujours dans cette dynamique-là, et peut-être pour avancer, parce que sinon le podcast pourrait durer encore longtemps, je pense. Exact. On assiste aussi à un effondrement des repères éducatifs, parce que on a d'un côté la surprotection, et puis de l'autre côté on a un vide qui est structurel. On a eu toute une génération, la génération X, où on a eu beaucoup de mères qui ont été absentes. On a de l'autre côté des mères hyper présentes avec les millénials. On passe en fait de l'autonomie forcée à la dépendance affective. Alors attention, ça ne veut pas dire que toi qui nous écoutes, tu as forcément amené cette problématique-là dans l'expérience de tes enfants. Mais ça joue dans la balance. Ça joue en fait sur ce qui est en train de se mettre en place, les adultes qu'on est en train de développer demain. Et je pense qu'il y a toute une génération, en fait, qui est une génération tampon, presque poubelle, j'ai envie de dire, où on a testé plein de trucs, on a changé plein de trucs, puis ça va être eux qui vont vivre les conséquences de ça, et on va peut-être réussir à trouver un équilibre après. Mais si on prend les deux côtés, le côté féminin, on a ce devoir de tout réussir, de tout assumer, d'être parfaite sous tous les angles. Surcharge mentale, burn-out affectif, c'est pas une bonne idée. Dans le côté masculin, on a un modèle parental qui est flou ou caricatural. On sait plus qui on est, ce qu'on doit faire, qu'est-ce que la société attend, les injonctions. Et le but, c'est pas de plaindre un côté ou l'autre, parce que ce serait facile de dire pauvre gars il se plaint, mais bon c'est plus facile pour lui. La pauvre nana elle se plaint, mais en fait elle vit dans une société qui est libre. C'est pas le but en fait de juger, de critiquer ou autre. C'est vraiment de regarder ça d'un point de vue systémique et de se dire est-ce qu'on n'est pas en train de faire fausse route? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qu'il faut qu'on corrige là dans notre manière de procéder? Parce que le danger ici, c'est que l'enfant il apprend à exister par la souffrance, par l'étiquette de trouble ou la plainte. Il a beaucoup plus de difficultés en fait à se rattacher à une image, à un cadre. Il a beaucoup plus de difficultés à progresser en fait. Il a moins de points de repère. Et en coaching, notre but, c'est de remettre du pouvoir dans l'action, de responsabiliser, de revaloriser l'auto-efficacité. Sauf que quand t'as trop d'un, pas assez de l'autre, que t'as des déséquilibres qui sont encore plus marqués, même si, effectivement, c'est important de nommer les déséquilibres, de dire il y a des choses qui marchent pas, il y a des choses qui fonctionnent pas, comment est-ce qu'on peut faire différemment? Mais toute cette dynamique dans laquelle on peut se retrouver est en train d'affecter à bien des niveaux, et je serais vraiment pas étonné, malheureusement, que dans 5, 10, 15, 20 ans, il y a des études qui ressortent et qui nous disent les mecs, on a peut-être merdé. On aurait peut-être dû faire attention à tout ce qu'on a mis en place, à tout le discours qu'on a tenu, à toutes les choses qu'on a développées. Parce que, on est des réactionnaires. On est dans la réaction.
on n'est pas dans l'anticipation, on n'est pas dans la création, on est dans la restructuration, la destruction, le changement, l'effacement. Tout ça, c'est des mécanismes de réactivité. Et la réactivité, bah, ça marche pas. C'est pas ce qu'il y a de mieux. C'est pas ce qu'il y a de plus efficace. Donc, peut-être qu'avec tout ce qu'on partage là, ça t'amène à réfléchir différemment. On va continuer parce qu'on a d'autres points qu'on voulait justement amener. Samir, t'évoquais justement tout à l'heure que bah, t'as grandi toi en tant que garçon dans un monde où finalement bah, c'était beaucoup plus de femmes parce que ta mère, il y avait tes sœurs. Ouais. Donc finalement, t'étais presque le seul homme de la maison. C'est ça. Il y avait ton père, mais sinon, t'es quand même dans une majorité. T'as vu beaucoup de choses, t'as entendu beaucoup de choses, t'as compris aussi les difficultés que ta mère, tes sœurs pouvaient rencontrer, les regards, les critiques, les gestes, les attitudes. Donc ça t'a permis aussi de voir tout ça. Ouais. Mais derrière, qu'est-ce que ça peut-être t'a amené toi aussi comme question? Ouais, bah c'est ça en fait, c'est que moi en fait dans mon enfance et encore une fois, tu sais, je blâme personne. Je pense que chacun essaye de faire au mieux avec les outils qu'il a, avec les ressources qu'il a, avec ce qu'il a reçu dans son éducation, les difficultés qu'il a vécues. Parfois, on a tendance à juger une personne en fait qui peut être porteur d'une certaine masculinité qui est toxique, tu vois, par exemple. Mais en fait, on ignore tout le système qui se cache derrière. On ignore tout ce qu'il y a eu derrière. Et c'est pas comme ça qu'on va aider en critiquant la personne, en la catégorisant et en mettant en fait encore une fois ce post-it comme de toute façon t'es une pourriture, tu sers à rien. En fait, plutôt que de dire ben ok, moi j'aimerais bien comprendre ce qui se cache derrière. Comment on peut faire pour faire évoluer les choses, tu vois. Et c'est ça qui est dommage, c'est que aujourd'hui on arrive à, en tout cas c'est le raccourci, c'est l'élément de facilité de, on ne se prend pas la tête à aller chercher c'est quoi qui se cache derrière le système. On juge directement la personne, on l'écarte, on l'isole. Et c'est ça. Et dans moi, ce que j'ai vécu, en tout cas dans ma vie, c'est sûr que mon père a pas été, ça, c'est pas forcément le modèle que j'ai pris, l'homme que j'ai pris pour modèle. J'ai plus pris pour modèle mes grands-parents, en fait, qui étaient beaucoup plus porteurs de quelque chose de bienveillant, de la co-construction, et de quelque chose de beaucoup plus sain, en fait. Et donc voilà, moi j'ai été en opposition beaucoup, j'aime beaucoup mon père, mais j'ai toujours été en opposition avec lui depuis très petit. Il m'a amené à beaucoup me questionner, etc. au travers de son comportement. De punaise, ça c'est pas du tout ce que je pense, c'est pas du tout ce vers quoi j'ai envie d'aller. Mais de l'autre côté, en fait, j'avais ces deux choses-là, c'est que j'étais d'un côté, en fait, j'avais ce modèle-là qui ne me donnait pas envie, même si encore une fois je leur dis, ça n'empêche pas que j'aime mon père, d'accord, malgré tout. Oui, ça n'empêche pas la chose. C'est ça. Donc il y avait ce modèle qui me donnait pas envie. Et de l'autre côté, bah, j'avais le modèle en fait j'avais ma mère et mes sœurs effectivement qui ont vécu tellement de difficultés, surtout ma mère, mes sœurs qui ont beaucoup qui se sont construites sur ce qu'elles ont vu, d'accord, où il y a eu quand même il y a eu quand même un peu de violence, que ce soit verbale, que ce soit parfois physique, que ce soit beaucoup psychologique, qui a été vécu par ma mère et qui a été très patiente. Et le truc, c'est que moi, en fait, en tant qu'homme, après il y a eu un divorce aussi de la part de mes parents, mais en tant qu'homme, j'ai entendu depuis très jeune, les hommes sont tous pareils. Les hommes sont tous méchants. Les hommes sont tous. Et en fait, moi, j'ai vécu dans cet environnement-là, de l'entendre tout le temps. Mais en fait, pourquoi vous généralisez? Enfin, arrêtez de généraliser. Quelque part, ça fait mal. Alors, tu sais, j'ai pas basculé dans l'homme déconstruit, je pense, du moins. Mais par exemple, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est une réaction. J'aurais pu basculer dans le, tu vois, dans le fait de me féminiser totalement, de jeter complètement ce qui aurait pu être un modèle masculin. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc, et ça aussi, en fait, il faut le comprendre aussi, il faut le prendre en considération. C'est que, tu vois, ce que j'ai vécu, ça m'a fait mal quelque part, d'une certaine manière. Ça m'a aidé aussi quelque part à le dépasser, à essayer de trouver un modèle qui me correspondait mieux, tu vois. Ouais. Mais en même temps, il y a d'autres personnes qui, eux, vont basculer dans l'extrême opposé. Et ça rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, Julien, le modèle parental flou, la perte de repères. En fait, quand tu vis des choses pareilles, ou que tu vis dans un environnement féminin qui va t'amener ces images-là, ou alors, imagine que tu as des sœurs et une mère qui est dans l'extrême opposé là de cette espèce de féminisme extrême, qu'est-ce que ça va inculquer aussi à ses enfants aussi, tu vois. Ça peut être très dur à vivre, ça peut être très violent à vivre aussi, tu vois.
Et justement, par exemple, quand j'étais gamin et que je voyais ces choses-là, donc d'un côté, j'avais ce modèle masculin qui me plaisait pas du tout et que je trouvais vraiment extrême, proche de ce que tu peux entendre chez les masculinismes toxiques. Et de l'autre côté, ces injonctions de les hommes sont tous pareils. En fait, moi, ça m'amenait justement aussi à rechercher cet équilibre-là et de me dire, ouais, mais moi, en fait, dans tout ça, est-ce que je suis quelqu'un de mauvais? Est-ce que je suis quelqu'un de méchant? Est-ce que c'est de ma faute ce qu'ils sont en train de vivre aussi? Est-ce que je suis différent? Qu'est-ce que je dois faire, moi, pour éviter justement de reproduire aussi ce schéma de l'autre côté? Parce qu'il y avait cette peur aussi imagine un jour je ressemble à ce modèle, à mon père, tu vois? Donc, tu vois, tu vis dans une espèce c'est comme si tu marchais sur des œufs. C'était vraiment difficile pour moi et j'avais un cousin aussi qui avait vécu la même chose. Lorsqu'on discutait ensemble, on avait exactement la même chose. C'est ma pire hantise, c'est de ressembler à ce modèle, tu vois? Mais de l'autre côté, je me fais rejeter parce que du coup, enfin, je me faisais pas forcément rejeter, mais d'une certaine manière, en entendant que de toute façon les hommes sont tous pareils et que nous on est le mal incarné, tu vois. Donc c'est vraiment compliqué. Je trouve c'est compliqué à vivre et c'est compliqué de se construire en fait dans ce genre de modèle. Heureusement, j'avais encore une fois des modèles qui étaient plus mes grands-parents. Tu vois, c'était plus mon grand-père et le frère de mon grand-père qui vivait en France. C'était mon grand-oncle, mais pour moi c'était mon grand-père. Et en fait, j'avais heureusement ces modèles-là qui me permettaient de retrouver un certain équilibre. Mais imagine, t'es isolé, t'as rien en fait. T'en trouves pas des modèles. C'est ça. Et surtout que l'identité, c'est quelque chose d'important, tu vois. Et ton genre fait partie de ton identité quelque part, tu vois. Parce qu'aujourd'hui, il y a des gens qui disent on peut changer du jour au lendemain. Ça crée des problèmes d'identité, tu vois. Je change aujourd'hui, puis demain je suis autre chose, puis demain je suis encore autre chose. Tu vois, c'est même très souvent révélateur je le dis, je sais qu'il y a des gens, ça va les piquer, mais c'est trop souvent révélateur de problèmes d'identité, de troubles de l'identité, ça. C'est vraiment pas évident. Fait que, si tu veux, tout ce qu'on t'amène là, toi qui nous écoutes, c'est d'essayer de retrouver un petit peu plus d'équilibre dans tout ça. C'est de ça. se reconnecter à l'autre plutôt que de se séparer de l'autre et de ne pas tomber dans justement des récits idéologiques qui sont beaucoup communiqués et qui souvent en fait sont masqués. Et puis c'est ça, je pense, qui est vicieux. Et il n'y a pas que ce sujet-là qui est en question, mais souvent c'est masqué dans une espèce d'emballage de bienveillance, d'amener, oui, mais tu comprends, ça va amener, ça va faire, ça va ceci, puis ça c'est important, puis ça c'est bon, puis c'est comme ça qu'il faut faire. Ou en fait ça vient comme, tu sais, mettre un baume apaisant et anesthésiant sur notre capacité à prendre du recul et à être critique en fait sur certains éléments. Et finalement on fonce tête baissée dans des directions qui sont pas forcément les bonnes. Alors peut-être maintenant partir, Samir, justement sur ce qu'on peut mettre en place. Et le podcast que tu écoutes s'appelle La systémique du bonheur. Et si on regarde la systémique du bonheur, il y a 3 éléments qui sont importants. C'est la relation à soi, la relation aux autres, la relation au monde. 3 systèmes en fait qui doivent être réalignés si on veut retrouver du sens. Si on veut remettre les choses dans le bon ordre. On n'est pas fait pour être tout seul, on est fait pour faire partie d'un groupe. On n'est pas obligé de créer des sous-groupes pour être divisé, mais on peut aussi créer des groupes plus vastes, plus grands, plus importants, et s'inscrire dans une dynamique, en fait, où on a tous et toutes notre rôle à jouer, on a toutes et tous notre envie de contribuer, d'apporter des choses qui vont être positives, plutôt que de créer, en fait, des différences encore plus importantes. Il n'y a jamais eu, je pense, autant de différences interindividuelles aujourd'hui, dans une société qui pourtant prône l'égalité, et qui prône en fait cette idée de on est tous pareils et on fonctionne tous de la même façon. Expliquez-moi en fait comment on en arrive à ce stade-là. Comment on peut prôner l'égalité absolue en ayant autant de groupes de différenciation dans une seule et même société. Comment c'est possible? Ça ne fait aucun sens. Et juste ce résultat-là nous démontre bien une chose, c'est que le chemin qu'on est en train de prendre fait tout sauf ce sur quoi il essaie de se concentrer et ce quoi il prône au quotidien. Donc il faut vraiment qu'on revoie notre copie, il faut qu'on revoie les choses pour fonctionner différemment, parce que on va droit dans le mur sinon. Ouais, exactement, Julien. Et honnêtement, moi, c'est aussi le but un peu de l'Institut Merlin, tu vois. C'est d'essayer de créer des ponts entre les êtres humains. C'est d'essayer justement de redonner le pouvoir à l'individu. La réaction,
on perd notre pouvoir. On s'en rend pas compte, hein. On pense qu'on prend tout le pouvoir, mais en fait, tu perds le pouvoir parce que tu es dans le contrôle, tu vois. Parce que tu es en train de créer un contre-pouvoir derrière. Donc en fait, ça va être des luttes incessantes et ça, on s'en rend pas compte peut-être à notre niveau parce que j'ai envie de dire que c'est un combat d'ego, mais il y a un peu d'ego là-dedans, d'accord? Même si ces combats sont importants, et ça je le rappelle, et je le redis, et je le redirai toujours. Et j'ai une fille aujourd'hui, et j'aimerais bien lui enseigner justement cette capacité d'être autonome, cette capacité de croire en son potentiel, cette capacité de comprendre qu'elle n'a pas besoin de quelqu'un d'autre pour réussir, mais quand même que l'autre peut être complémentaire, et que ça peut être très important, et que c'est encore plus facile pour nous d'être entourés, de faire les choses ensemble. Tu vois, encore une fois, je dirais même plus que quand je dis pas besoin de l'autre, c'est-à-dire que ça t'empêchera pas de vivre, mais que c'est toujours mieux de co-construire avec les autres, parce qu'on a besoin des autres là. Et j'aimerais, en tout cas, je sais que l'éducation c'est pas facile, mais j'aimerais pouvoir lui enseigner en fait ce juste milieu et qu'elle le comprenne d'elle-même, ce juste milieu là, d'accord. Et contrairement aussi à ce que mes parents où elle pensait en fait ne pas pouvoir vivre sans par exemple mon père qui était quand même assez toxique, tu vois. Donc voilà, c'est ce que en tout cas on espère et aussi peut-être c'est vrai que j'avais une anecdote aussi qui me venait à l'esprit dans cette hyper extrême d'un cas dans un laboratoire de recherche où en fait une femme avait été virée parce qu'elle a eu un enfant. Et en fait le chef de laboratoire expliquait que en fait il en voulait pas parce que en fait elle a eu un enfant et que pour lui c'était une trahison parce que en fait après elle doit prendre ses congés maternité et que du coup elle peut pas travailler dans le laboratoire, donc pour lui c'était une trahison. Et donc en fait ce chef d'entreprise qui disait mais moi je confirme parce que écoute si demain j'embauche quelqu'un qui me dit pas qu'elle veut avoir un enfant ou qu'elle a le projet de vouloir un enfant, en fait ça va mettre l'entreprise en péril, chose que je comprends effectivement, mais d'un autre côté ça fait partie aussi de sa vie privée. Elle est pas obligée de venir dire écoute demain je vais commencer à concevoir parce que je veux avoir un enfant, c'est hyper indiscret. Donc c'est encore une fois cette tendance à vouloir mettre tout le monde dans le même moule et de penser qu'une femme ça fonctionne à 100% comme un homme et que ça a 100% les mêmes besoins qu'un homme et que ça doit agir de la même façon qu'un homme dans une entreprise sans prendre en considération certaines particularités. C'est ça en fait qui amène à ces injustices là en fait. C'est encore une fois de vouloir mettre tout le monde dans le même moule et derrière malheureusement t'as des attentes qui correspondent. Je prends ce mec là qui a viré la première fille là, lui-même a des enfants et sa femme a enfanté. Je veux dire, pourquoi toi qui as des enfants, tu en arrives à virer une personne qui travaille avec toi parce qu'elle a eu des enfants? Tu vois, c'est pas ce que tu voulais pour ta femme, pourtant tu l'as accepté. Tu vois. Et là, quand c'est une autre, non, ça m'arrange pas parce que ça met mon système en péril. Non, c'est aussi à toi de t'adapter. Tu embauches des femmes, tu sais très bien qu'à un moment ou l'autre aussi. C'est ça, je comprends. En fait, j'arrive à cerner je cerne les deux visions. Même si d'un côté, ça me rend plus réactionnaire que l'autre, la femme qui se fait virer, bien sûr, ça me choque encore plus. Mais je peux comprendre que lui, il a des employés, que il veut faire tourner un truc et que une personne qui s'en va, forcément, ça va mettre en péril pas l'activité, mais ça va quand même bloquer un petit peu les autres. Mais en même temps, c'est aussi à toi de t'adapter. Tu sais très très bien qu'à un moment ou l'autre, cette femme, elle aura peut-être envie d'avoir un enfant et ça va faire partie du système. Donc c'est encore ça en fait le truc, c'est que je comprends des deux côtés, mais je comprends pas cette vision réactionnaire de je te vire ou alors fallait me le dire avant. Tu vois, ça fonctionne pas. Tu vois, fallait me le dire avant. Tu veux que je te dise quoi? Tu veux que je te raconte exactement les détails aussi, peut-être, de comment ça se passe? Enfin, tu vois, c'est. Mais je me dis quelque part si on avait la possibilité effectivement de dire, parce que tu sais, c'est comme toi, Samir. Ouais. T'as décidé de faire un enfant avec ta femme. Vous avez décidé de fonder une famille, ce qui est très bien. Mais t'es mon partenaire d'affaires. J'aurais très bien pu te dire, Samir, tu sais quoi? Tu reprends tes parts, tu fondes ta famille. Si t'es pas disponible, c'est ton choix, c'est ton problème. Moi, je continue d'avancer de mon côté. C'est pas ce qui s'est passé. Ouais. Mais c'est aussi de se dire, est-ce qu'on pourrait pas avoir en fait la liberté de dire, aujourd'hui, je cherche un travail. Et là, on parle des femmes en l'occurrence, mais ça peut être valable pour un homme aussi. Parce que demain, on va pas poser la question à un homme, est-ce que tu vas prendre ton congé paternité? Alors, il est beaucoup moins important que c'est comme le fait
C'est pas égal. C'est comme le fait que dans les toilettes des hommes, il y a jamais de table à langer. Alors que, voilà, quand je sors avec ma fille, j'ai bien envie de la changer tu vois, c'est choquant, ça. Complètement. Moi, je trouve ça hyper choquant. Je disais, punaise, mais c'est abusé, Ouais, tu vois. ouais, complètement. Et moi, je travaille à la maison, donc des je m'occupe en même. inégalités. C'est ça, tu Ouais. vois. Je m'occupe le matin. Je fais les deux jobs. Ma femme fait les deux jobs parce qu'on s'alterne, on alterne, tu vois. Mais vu que je fais Complètement. aussi à moitié le job à la maison avant de commencer à m'occuper de l'activité de l'institut, ben ouais, je veux dire, entre-temps, si je sors avec ma fille et que je veux faire un tour et tout, ça c'est comme, ok, ben pourquoi est-ce que c'est que dans les toilettes des femmes, quoi? Je vais pas rentrer dans les toilettes des femmes pour changer ma fille. Bah non, c'est Tu vois. clair. C'est clair. Mais C'est tu sais, c'est ça aussi, où si peut-être on avait une société qui était plus compréhensive et plus ouverte, ben en fait, on n'aurait pas la crainte, en tant que futur parent, homme ou femme, de pouvoir dire à notre futur employeur ou à notre employeur, regarde, là on est en train d'envisager de fonder une famille. Et fonder une famille, voilà ce que ça va impliquer. Ça va impliquer que je vais être potentiellement absent ou absente pendant tant de temps. Comment est-ce qu'on peut s'organiser? Comment est-ce qu'on peut faire en sorte que ça impacte le moins possible et que ça se fasse dans les meilleures conditions possibles? Parce que il y a aussi cette défiance où finalement, pour avoir accompagné beaucoup de gens, avoir travaillé avec beaucoup d'entrepreneurs jusqu'à maintenant, puis je continue à le faire, où l'expérience s'est déjà produite à plusieurs reprises, où ça a été, bah en fait, je suis dans la merde parce que je viens d'embaucher quelqu'un et parce que je ne peux pas être au courant de cette situation-là qui est personnelle et qui est comme, attention, faut surtout pas en parler. Bah en fait, je me retrouve avec une personne qui va partir dans 3 mois et je sais pas comment je vais faire pour ensuite retrouver quelqu'un d'autre et ensuite faire avancer les choses. Et je me dis que quelque part, si c'était pas une condition qui permettait d'eux, mais qu'on pouvait en fait s'organiser ensemble. C'est vraiment collaborer ensemble, s'organiser ensemble pour se dire, ok, t'as tes projets, j'ai les miens, t'as tes attentes, t'as les tiennes. Comment est-ce qu'on pourrait trouver un terrain d'entente et remettre de l'équilibre dans tout ça, plutôt que d'être constamment dans la défiance et constamment dans un mode de fonctionnement en fait qui n'est absolument pas optimal. Mais bon, ouais. après c'est peut-être moi qui qui Peut-être suis moi un peu aussi. trop Ouais. utopiste, j'en sais rien. C'est fort probable d'ailleurs. Peut-être moi aussi. Mais Après, on n'a pas la vérité, mais c'est sûr qu'on se questionne parce que bah oui, il y a quelque chose qui bloque. Parce qu'en fait, c'est ça, c'est que les extrêmes sont dans un dogmatisme. En fait, les extrêmes, comme tu le dis, sont une réaction à quelque chose qui est présent. D'accord? C'est juste ça. C'est une ouais. réaction à quelque chose qui est présent, mais c'est une réaction qui est extrême. Le féminisme extrême, c'est une réaction à des années d'oppression, à des années de domination de l'autre côté, masculine, etc. Et forcément, bah en fait, il y a eu, tu sais, quand tu presses quelqu'un et que tu veux dominer, ben à un moment ou l'autre, la personne en réaction, elle va vouloir dominer aussi. En fait, Oui. c'est encore une fois, la haine amène la haine, la violence amène la violence, la colère amène la colère. Tu vois? Mm. Prends quelqu'un pour un con, il va te prendre tu sais, il va réagir comme un con. C'est juste ça. C'est vraiment, t'as un comportement vis-à-vis de quelqu'un, tu vas avoir exactement la même chose en face de toi. Donc aujourd'hui, au bout d'un... Oui, d'accord, je suis d'accord avec toi. Ça chante. Aujourd'hui, bah, il faut qu'on arrête de s'en mettre plein la gueule et qu'on voit comment on peut co-construire. Qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Mais en s'écoutant, pas en se tapant. Parce que je sais que ça réveille des douleurs. Je sais que quand t'as un homme en face de toi qui est complètement con parce qu'il est à l'extrême et parce qu'il veut, tu sais, continuer de perpétuer certains schémas qui sont totalement toxiques et qui sont pas bons, bah, t'as envie, en fait, de le secouer, t'as envie de t'énerver, t'as envie de partir à l'opposé, tu vois. C'est normal, Ah en oui, mais fait. t'as envie de lui foutre des claques, moi le T'as premier. envie de lui foutre des claques, ouais. Et inversement, t'as peut-être des personnes qui partent dans l'opposé parce qu'ils vivent cette solitude-là, parce qu'ils vivent aussi les conséquences. Donc, t'as un mouvement qui a créé un mouvement, qui lui a recréé un mouvement, qui va recréer certainement un mouvement. Tu vois, on en a pas fini. Et ces mouvements se fractionnent. C'est ça. Ces mouvements se fractionnent. Et au sein même de ces mouvements, t'as plusieurs mouvements, et personne n'est d'accord, tu vois. Donc, si tu dis, waouh, ok, tu vois. Tu sais, je vais donner un dernier exemple, mais il y a des féministes, par exemple, parmi ma communauté, tu sais, parmi les femmes musulmanes. Il y en a plein. Et quand je dis c'est des féministes, vraiment, elles sont engagées. Mais par exemple, ces féministes-là sont rejetées par d'autres féministes. Parce que d'autres féministes il y a du rejet, ouais, tout à fait. estiment qu'une femme qui porte le voile, c'est une femme qui est dominée, alors que ça n'a strictement rien à voir. Tu vois? Non, Donc, c'est des choix personnels. Si, ça peut être la conséquence. Faut pas le rejeter non plus. ça peut être la conséquence Ça pour peut être la certaines. conséquence, mais Pour c'est pas certaines. systématique.
C'est ça le Mais truc. c'est pas systématique. Tout comme une femme qui porte une mini-jupe peut le faire parce qu'il y a un homme qui l'oblige à le faire. Tu vois, ça existe aussi. Et pourtant, la mini-jupe, c'est souvent, pour certains, le symbole de l'émancipation, etc. De la Donc, liberté, etc. Ouais, et complètement. encore une fois, ça dépend du contexte, de l'endroit d'où tu viens et tout ça. Et c'est ça, en fait, c'est que quand au bout d'un moment, on arrête de parler en se disant, moi j'ai raison, et parce que moi je suis dans mon paradigme, et dans mon paradigme, c'est comme ça que ça se passe, et je ne sais pas ce qui se passe ailleurs, mais j'estime que c'est moi qui a raison. Ouais. Ben, en fait, on en arrive en fait à une catastrophe, et il y a personne qui s'entend, et en fait, on ne pourra rien construire. Donc au bout d'un moment, c'est ça, c'est développe cette posture d'ouverture, développe cette posture de bienveillance, développe cette posture d'écoute, d'accord? Et après, on co-construit ensemble. C'est Ouais, ça. ouais, Lève les boucliers. Au moins, aide à lever les boucliers. Tu sais, moi, des fois, je te dis avec des gens, ils sont extrêmes et je ne les comprends pas. Tu sais, que ce soit chez des hommes, ça me gêne plus chez des hommes que chez des femmes parce que bon, j'arrive toujours à expliquer, à questionner, etc. Chez des hommes, c'est vrai que ça me pique un peu plus. Des fois, je me dis, ok, calme-toi, zen, ok, ça te renvoie à une certaine histoire, ça te renvoie à ton passé et tout. Tu vois, tu te calmes, tu respires et tu Détends-toi le questionnes. pompon, ça vient. C'est ça. Et tu questionnes. Et parfois, en questionnant, tu vois, tu te rends compte que derrière la logique et derrière le comportement qu'il a, il y a quelque chose qui est censé. C'est ça le truc. Derrière son comportement, il y a quelque chose qui est censé. C'est juste qu'il a adopté les mauvaises stratégies. Et là, à partir de ce moment-là, tu peux comme comme une pelote de laine là, tu tires sur le bon fil et tu dis ah merde, ah ouais mais regarde en fait, je réagis comme ça alors que c'était pas comme ça que bah oui, en fait, c'est vrai que c'est pas censé ce que je fais. Ça a pas de sens. Donc effectivement, je peux réagir autrement. Avec tout ça, toi qui nous écoutes, je pense qu'on est arrivé au bout des points, en tout cas qu'on voulait aborder justement sur ce sujet-là. On a décidé en conscience, on a réfléchi longtemps à se dire est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on n'en parle pas. On a décidé de parler de ce sujet-là parce que il est beaucoup amené sur la scène publique, il est beaucoup amené dans les médias, il est beaucoup présent sur les réseaux sociaux. On voit passer de tout et du n'importe quoi. Ouais. Et on trouvait important de partager peut-être une Nos vision réflexions, différente, ouais, une réflexion, nos questionnements. ou voilà nos questionnements et de montrer aussi un peu comment on peut réfléchir à tout ça d'un point de vue peut-être à notre sens plus équilibré grâce justement à l'idée de la systémique pour éviter d'être dans des extrêmes et se rendre compte en fait qu'il y a tout un tas de nuances sur lesquelles on pourrait se concentrer un peu plus plutôt que de se rejeter la faute parce que l'enseignement derrière tout ça, ça va être vraiment de se dire, encore une fois, on est des animaux sociaux, on a besoin de connecter avec les autres, et on a besoin de nos différences qui sont complémentaires, on a besoin de comprendre en fait que l'autre n'est pas un ennemi, qu'on peut collaborer ensemble, qu'on peut construire ensemble. Mais pour ça, faut qu'on arrête d'être dans la défiance, faut qu'on arrête d'être dans la critique, le jugement, le rejet, faut qu'on arrête en fait de donner la priorité à notre individualité aux dépens du groupe, aux dépens du fonctionnement de l'ensemble, parce que sinon on s'en sort pas. Sinon on va pas réussir à avancer ensemble. Bien sûr, il y a des personnes, bien sûr, il y a des situations, bien sûr, il y a des conditions qui doivent être prises en compte, qui doivent être beaucoup plus mis en lumière, non pas pour dire ah bah maintenant c'est là-dessus qu'on donne la priorité, mais de savoir comment est-ce qu'on peut intégrer, comment est-ce qu'on peut repositionner les choses. On a pris des directions dans les différentes sociétés à travers le monde qui ont des points positifs, d'autres qui sont plus négatifs. Il y a certainement plein de choses qu'on peut apprendre, mais c'est pas en allant dans les extrêmes qu'on va pouvoir justement changer quoi que ce soit. On va faire que attiser encore plus les problèmes, on va faire que renforcer encore plus les inégalités. Et vraiment, moi je t'invite de mon côté, je sais pas Samir si tu seras d'accord avec ça, mais je t'invite de mon côté à observer comment justement tous ces mouvements et toutes ces dynamiques qui poussent en fait des visions à l'extrême et qui prônent justement, comme je disais tout à l'heure, l'égalité absolue, sont en train de générer des gaps, des vides, des écarts encore plus grands entre les individus et amènent des difficultés sociétales, humaines, relationnelles encore plus importantes. Voilà, je t'invite vraiment à prendre du recul et à voir ça et voir l'impact que tout ça peut avoir. Ouais. Je vais dire un truc.
Tu vas m'insulter, Julien. Et c'est une réflexion qui me vient aussi à l'esprit. Et tu vas me dire, non, mais t'es en train de casser tout ce qu'on a fait dans le podcast. Non, c'est pas vrai, ça. C'est pas en train de casser. Tu vois, le truc, c'est que ces mouvements extrêmes qui ont eu lieu, peut-être qu'ils ont leur importance dans le futur ordre et le futur équilibre qu'il va avoir. Parce Oui, que bien sûr. sans eux, en fait, peut-être qu'il n'y aurait pas eu cette remise en question et ce besoin de rééquilibre, en fait. Et c'est ça, en fait, parfois les déséquilibres sont un moyen de ramener de l'équilibre comme les crises. Mais maintenant, en fait, nous, on passe au-delà de tout ça. C'est OK, maintenant, c'est bon. Il y a eu la période de déséquilibre. Il y a eu cette période d'extrême. Qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer? C'est vraiment ce qu'on veut amener. C'est qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour retrouver un équilibre et pouvoir avancer et pas continuer parce que là, ça commence effectivement à prendre. Si on continue comme ça va être compliqué. Tu vois, on va avoir vraiment une scission. Ouais. Mais Donc, oui, je suis d'accord totalement avec toi. De toute façon, il y a une loi universelle que tout système tend à l'entropie. On est dans un phénomène d'entropie en ce moment où c'est de plus en plus le bordel, c'est de plus en plus en train de se désorganiser, c'est de plus en plus perte de repères, etc. Mais ça fait partie d'eux. Maintenant, on a l'intelligence et on a les ressources nécessaires pour ressortir de ce chaos et de recréer un nouvel équilibre. L'erreur serait pour nous de faire abstraction des apprentissages passés, de faire abstraction de ce qu'on sait de notre histoire. Donc ceux qui sont pour effacer les noms, effacer l'histoire, effacer ce qui s'est passé, effacer ce qui s'est produit, restez chez vous, d'accord? Ne ouais, vous occupez pas de ce qui se passe, on n'a pas besoin de vous. c'est Mais ça. d'apprendre pour se dire comment est-ce qu'on peut faire maintenant pour la suite pour continuer d'évoluer en tant qu'espèce. Parce que si c'est pour reproduire les mêmes schémas, on raccroche le tablier, on passe à autre chose. C'est ça. Et en plus, en C'est aucun oubliant, intérêt. on va les reproduire, les schémas. Parce qu'on n'apprend rien, en fait. C'est comme si demain, tu dis, faut supprimer le nom d'Hitler de l'histoire, tu vas en avoir un autre. T'inquiète pas. Parce que tout le monde va oublier que ce mec-là existait. Ouais. Puis c'est Donc, pas comme si on en avait plein en puissance en ce moment. ah oui, en ce moment, ouais. Je sais pas, ils ont dû se cloner à un moment donné. Ils ont suivi le même programme en ligne avec un gourou. Ça doit être les maîtres de Raël qui l'ont cloné, je sais pas. Ouais, j'en sais rien. Mais c'est ça. On peut faire différemment. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est normal entre guillemets parce que c'est les signes d'entropie d'un système. Tout système tend à se surcomplexifier et du coup à devenir de plus en plus chaotique. On le voit au sein des institutions, on le voit dans les entreprises, on le voit du coup dans les sociétés aussi à travers le monde. Ça fait partie des process, mais comment est-ce qu'on peut, grâce à notre intelligence, remettre un petit peu de perspective? Donc, peut-être dernier point ici. Dernier point ici qui pourra peut-être t'aider, toi qui nous écoutes, à refaire un peu de clarté aussi sur toi, ton positionnement par rapport à tout ça. Ça va être de te partager le principe des lignes de vie systémiques. Donc l'idée, très simple, c'est de repositionner sur ta ligne de vie les événements, les désirs, les projets, pour que tu puisses t'autoriser à réaliser les choses dans une logique qui va être beaucoup plus adaptée. Et aussi, te rappeler que tu ne peux pas faire tout en même temps, d'essayer de tout avoir en même temps, de prendre toutes les décisions en même temps, de faire tous les choix que tu veux en même temps. Choisir n'est pas renoncer. On pourra d'ailleurs faire un épisode de podcast là-dessus, je pense. Mais choisir n'est pas renoncer. Choisir, c'est organiser ton quotidien, ta vie, et les résultats sur lesquels tu veux te concentrer pour ensuite continuer de progresser et d'avancer sur d'autres choses. Donc, avec tout ça, travaille potentiellement avec cet outil-là. Ça peut te permettre de reprendre du recul, de remettre les choses en perspective et d'éviter d'avoir trop de déceptions, trop de regrets pour la suite, parce que tu seras sorti de la réactivité et tu auras pris des décisions beaucoup plus en... Exactement. Alors toi qui nous écoutes, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast, même si tu ne l'as pas aimé. Si tu l'as pas aimé, tu nous mets juste un petit message, parce que c'est vrai que c'était de la merde, vous êtes que des cons. C'est ça. Vraiment, on a douté au début de le faire. On s'est dit bon, c'est un sujet très sensible, on va marcher sur des œufs. En plus, on est deux hommes et on parle de féminisme et de masculinisme. On a vraiment voulu mettre les deux. C'était pas, on parle des deux complètement. Parce que voilà, pour nous, c'est juste les faces opposées d'une même pièce. Donc c'est exactement la même chose. Pour nous, d'accord. C'est des mouvements qui se ressemblent beaucoup dans la systémique en fait qui les compose. Tout à fait.
Mais effectivement, c'est vrai qu'on se disait bon, on est deux hommes, on va nous dire ouais, vous êtes deux hommes, vous parlez de féminisme, ça va pas. Donc vraiment, on parle pas du féminisme en soi, on parle vraiment de ces deux, du isme de genre. Ouais. voilà, du isme du genre. Et j'espère que ça t'a apporté quelque chose, que ça t'a permis de réfléchir différemment. Peut-être que t'es pas d'accord avec nous, et nous, ça nous intéresse, encore une fois, d'avoir ton opinion, de peut-être venir compléter notre carte du monde par rapport à ça, si besoin. Effectivement, Samir. Et si jamais il te prenait l'envie, parce que potentiellement cet épisode de podcast ne t'a pas plu ou tu n'as pas aimé ce qu'on a partagé, sens-toi libre de nous envoyer un message sur WhatsApp, comme certaines d'entre vous l'ont fait par le passé, mais au moins la décence de ne pas être vulgaire dans tes messages. Ouais, ça serait T'as le droit de pas être d'accord, mais ne sois pas vulgaire, ne sois pas agressif parce qu'on ne l'est pas de notre côté, et les coronesses de ne pas bloquer notre numéro derrière pour qu'on puisse justement échanger et pour qu'on puisse discuter de ça et qu'on puisse pousser la conversation plus loin. Donc si vraiment tu as envie de nous envoyer un message, vraiment ça nous fera plaisir, tu as le droit de ne pas être d'accord, tu as le droit de ne pas avoir aimé cet épisode. Et on le sait avec Samir, on est sur un sujet qui est chaud patate et qui fait réagir à plein de niveaux. Donc tu as le droit, mais au moins, va au bout de la démarche et va au bout de ton courage de pas déjà nous envoyer des insultes, parce que c'est déjà arrivé, donc ça sert à rien, à part nous faire rire, ça sert pas à grand chose. Et puis en plus, tu passes pour un con, pour une conne pour le coup. Et la deuxième chose, c'est que bloque pas le numéro derrière, comme ça on peut discuter. Si on n'arrive pas à tomber d'accord, on n'arrive pas à tomber d'accord et c'est ok. On sera agree to disagree, comme disent les anglophones. Mais vraiment, essaye voilà, si tu vas aller dans cette voie-là, on est ouvert à la discussion, on est ouvert à l'échange, mais on le fait dans des bonnes conditions, comme on essaye autant que possible dans nos partages, dans nos podcasts, d'amener des informations en amenant un maximum d'angles différents possibles et de nuancer le plus possible justement ce qu'on parle. Voilà, c'était la seule chose que je voulais rajouter parce que je sais qu'on va avoir des réactions, ou en tout cas je sais. Je présuppose qu'on va avoir des réactions et pas toujours les plus tendres. Et ça se comprend, hein, Julien, ça se comprend ces réactions, mais justement c'est ce sur quoi, c'est l'essence même de ce podcast, c'est qu'on explique justement que être dans la réaction extrême, ça n'aide pas. Et nous, on dit pas qu'on a la vérité, on l'a pas la vérité. Pas. On se questionne, tu sais, on se questionne, on regarde, on observe, on regarde d'un point de vue systémique ce que ça amène. On voit qu'effectivement ça amène des scissions au sein même de ces mouvements-là, donc des mouvements très très similaires, mais ça amène aussi des contre-opposés en fait, qui sont exactement la même chose, qui agissent de la même façon, qui a la même façon de réfléchir, la même façon de penser. C'est étrange, hein, mais c'est le cas. Et nous, en fait, on se dit, tiens, dans tout ça, est-ce qu'on pourrait pas amener une question, de se dire, ok, regarde, peut-être que toi, dans ta réaction, t'es en train de créer une contre-réaction. Et si tu te dis que la personne, c'est de la faute de la personne, mais peut-être que toi aussi, tu contribues à ce ballet. C'est un échange, c'est une danse, en fait, que vous êtes en train de faire. Parce que toi, tu fais un mouvement, l'autre, il fait un mouvement aussi. Tu vois? Donc c'est ça, en fait, le truc. Donc vraiment, c'est ce qu'on dit, c'est ok de pas être d'accord avec nous. Moi, il y a plein de gens avec qui je suis pas d'accord et je discute avec eux et j'échange. Et au contraire, ça me permet de m'enrichir. Et nous, c'est ce qu'on veut, en fait. On aimerait que notre discussion enrichisse la carte du monde de certains, mais on aimerait aussi que notre carte du monde soit enrichie s'il manque des éléments. Et je le sais qu'il manque des éléments, mais on a besoin, en fait, de ces éléments du puzzle. Et ça, on va pas pouvoir l'avoir si tu nous insultes et si tu fermes le dialogue tout de suite, en fait, sous prétexte que, tu vois. Donc, c'est pour ça qu'on te le dit, en fait. Si tu as des choses à échanger, vraiment, tu nous envoies un message, tu laisses un commentaire. Essaye d'argumenter si tu en as envie, peut-être d'amener des éléments. C'est qu'est-ce qui a fait que ça t'a blessé? Qu'est-ce que toi, tu penses qui manquerait, en fait, à ce podcast-là qu'on pourrait amener? Et ça pourrait peut-être mener lieu à un autre épisode de podcast où tu sais, parce que souvent, Julien, on évolue et tout, et on refait des podcasts sur certains sujets, on revient sur des choses s'il le faut. Peut-être que ça donnera lieu à un nouvel épisode de podcast dans plusieurs mois, semaines, ou peut-être même qu'on inviterait une des personnes qui va nous laisser un message. Des précisions, et voir avec, c'est ça, des précisions, une nouvelle façon de voir les choses, d'organiser les choses. Fait que voilà, c'était juste pour la petite précision. On adore les retours, on adore pouvoir discuter et échanger. Juste qu'on le fasse dans des conditions qui sont correctes, raisonnables, respectueuses, parce que faut que ça aille dans les deux sens. Ouais, c'est ça. Donc voilà, écoute, moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour.
N'oublie pas non plus à quel point t'es magique et que t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit À la prochaine.